Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage étrange et différent. Un voyage qui nous ramène des siècles en arrière, à une époque où la vie était dure et où les gens vivaient dans un monde rempli de peur et d'effroi. En ce temps-là, la loi ne ressemblait pas à celle d'aujourd'hui, et la justice avait un visage étrange, un visage gouverné par la force et orné de scènes publiques qui servaient de leçon à tous. Au milieu de cette époque se dresse une personne singulière que personne ne peut ignorer, une personne qui porte une épée ou une hache, ou qui noue une corde de pendu d'une main ferme, une personne que tout le monde craint, mais dont tout le monde a besoin en même temps. C'est le bourreau. Le bourreau au Moyen Âge n'est pas simplement une personne qui exécute une sentence, il est le symbole de toute une époque pleine de contradictions. La société de l'époque le voyait comme un instrument de la justice, mais en même temps, elle le traitait comme un paria. Imaginez être une personne sur qui tout le monde compte, mais avec qui personne ne veut s'asseoir, manger ou même vous toucher. La vie du bourreau était remplie de contradictions, entre le pouvoir qu'il détenait et l'isolement dans lequel il vivait. Les gens de cette époque voyaient la punition comme un spectacle théâtral, se rassemblant sur les places publiques pour voir comment le criminel recevait son châtiment. La sentence n'était pas exécutée en secret comme aujourd'hui, au contraire, elle faisait partie de la vie de la communauté. Et le bourreau était l'acteur principal de ce spectacle, marchant d'un pas assuré devant les gens, sachant que les yeux de centaines, peut-être de milliers, étaient tous tournés vers lui. Mais derrière cette scène, il y a une autre histoire, une histoire de vie remplie de secrets et de douleurs. Comment devient-on bourreau ? Beaucoup de ceux qui sont devenus bourreaux n'ont pas choisi cette voie de leur plein gré. Certains étaient des criminels, et si l'État ou le souverain décidait de leur pardonner, on leur disait « soit tu meurs, soit tu nous sers comme bourreau ». C'était là que commençait un nouveau parcours, le criminel se transformant en une personne qui exécute la justice. Dans d'autres villes, la profession était héréditaire, ce qui signifie que, si votre père était bourreau, vous deviez continuer après lui, même si votre cœur s'y refusait. Cela a créé des familles entières portant un stigmate dont elles ne pouvaient s'échapper. La vie quotidienne du bourreau n'était pas facile. Certes, il avait un salaire de l'État, et il remplissait une fonction nécessaire. Mais la société le rejetait. Beaucoup de gens refusaient de le toucher ou d'avoir affaire à lui. Imaginez qu'il aille au marché pour acheter du pain. Le vendeur pourrait refuser de lui vendre. S'il s'asseyait dans une assemblée, tout le monde se levait. Même le mariage était difficile pour lui, car la plupart des familles n'acceptaient pas de marier leur fille à un bourreau. Cela a conduit de nombreux bourreaux à vivre dans un isolement quasi complet, leur vie confinée entre la place de l'exécution et leur maison. Mais le paradoxe étrange est que certains bourreaux possédaient une connaissance approfondie du corps humain. Parce qu'ils traitaient constamment avec des cadavres, ils ont acquis une grande expérience des os, des muscles et des organes. Pour cette raison, certaines personnes, malgré leur peur, allaient voir le bourreau s'ils avaient besoin de soins ou de chirurgie. Le bourreau était donc à la fois un symbole de mort, mais il pouvait aussi être une source de vie. Le bourreau n'exécutait pas seulement la peine de mort. Beaucoup d'entre eux étaient responsables de la torture, de l'exécution de peines considérées comme très cruelles à nos yeux aujourd'hui. Ils utilisaient différents instruments, tels que des roues, des pinces en fer et même le feu. Chaque méthode avait un but, et le but n'était pas seulement de tuer le criminel, mais de briser son esprit devant les gens. Et toute la société regardait et apprenait que toute erreur pouvait coûter la vie. Et malgré tout cela, le bourreau ne vivait pas en paix. Beaucoup d'entre eux souffraient des regards et des paroles des gens. Même s'il marchait dans la rue, les enfants s'enfuyaient de lui, les adultes chuchotaient à son sujet. Il est devenu une personne portant une identité définie à laquelle il ne pouvait échapper. Certains ont essayé de changer de lieu ou de vivre dans une autre ville, mais sa réputation le suivait. Finalement, le bourreau restait prisonnier de sa profession, même en essayant de trouver une vie normale pour lui-même. Dans certaines villes européennes, le bourreau recevait une maison spéciale, loin des autres gens, et certains souverains lui assuraient une protection, car ils savaient que la société le détestait. Mais malgré tout cela,
Le bourreau était une partie essentielle du système. Imaginez si le bourreau disparaissait, comment les peines seraient-elles exécutées? Son absence signifierait le chaos. C'est pourquoi, peu importe à quel point les gens le haïssaient, ils ne pouvaient pas vivre sans lui. Et si nous y réfléchissons, nous constatons que la figure du bourreau combine les contradictions. Une personne détestée, mais nécessaire, un paria, mais puissant, vivant seul, mais toujours entouré de gens pendant son travail. C'est cette contradiction qui fait de l'histoire des bourreaux au Moyen-Âge une histoire qui mérite que nous nous y arrêtions pour y réfléchir. Le voyage est encore long, et nous continuerons ensemble à voir comment les bourreaux s'entraînaient, quels outils ils utilisaient, et comment chaque ville avait sa propre manière de les traiter. Restez avec nous pour plonger de plus en plus profondément dans ce monde sombre, qui ressemble à un cauchemar, mais qui était une réalité quotidienne pour des millions de personnes à cette époque. Avant d'entrer dans les détails de la vie quotidienne des bourreaux, nous devons nous arrêter sur un point important: comment s'entraînait-il à cette étrange profession? Un bourreau ne peut pas se présenter sur la place publique et s'occuper de la vie d'un être humain sans avoir connaissance et précision. Une exécution ratée n'embarrasse pas seulement le bourreau, mais elle peut aussi provoquer la colère du peuple ou même du souverain. C'est pourquoi l'entraînement était une partie essentielle de la vie du bourreau. Beaucoup d'entre eux apprenaient de leur père ou de leurs parents, car la profession était le plus souvent héréditaire. Le fils, dès son plus jeune âge, voyait son père exécuter les sentences et il grandissait en entendant les bruits des places publiques, en voyant les outils, en s'habituant à la vue du sang. Avec le temps, il commençait à aider son père dans des tâches simples comme préparer les outils ou vérifier les cordes. Après un certain temps, on lui donnait l'occasion d'essayer sur des animaux ou même sur les cadavres de criminels. Son entraînement n'était pas seulement théorique, il était pratique dès le début. Dur et choquant, mais c'était la seule voie qui lui permettait de maîtriser son travail. L'entraînement ne portait pas seulement sur la force physique, bien que la force soit requise. Le bourreau devait avoir une main ferme, savoir comment tenir l'épée et comment porter le premier coup avec précision, car tout le monde regardait. Imaginez, si l'épée ne coupait pas du premier coup, quelle serait la situation? Le public se mettrait en colère, la famille du condamné se révolterait et le bourreau lui-même pourrait être puni. C'est pourquoi le bourreau apprenait à frapper avec une force calculée, de manière à terminer la tâche rapidement et sans confusion. Mais le sujet ne se limitait pas à l'épée. Dans de nombreux cas, la peine était la pendaison, le bûcher ou même une longue torture avant la mort. C'est là qu'intervenaient différents outils, chaque outil ayant son propre mode d'emploi. Le bourreau devait connaître tous les détails. Comment serrer la corde, comment l'attacher en hauteur, comment s'assurer que le corps reste suspendu longtemps devant les gens pour que le message passe. Si la peine était le bûcher, il apprenait comment disposer le bois et comment allumer le feu de manière à ce que la punition dure assez longtemps, ni trop vite terminée, ni d'une lenteur agaçante. Ce qui est étrange, c'est que tout cet entraînement faisait du bourreau une personne qui comprenait des détails que personne d'autre ne connaissait. Certains bourreaux ont acquis une connaissance approfondie de l'anatomie sans le vouloir. Ils savaient où se trouvaient les os, les tendons et comment le corps réagissait à la douleur. Cette connaissance est devenue plus tard si utile que certaines personnes se tournaient vers eux s'ils ne trouvaient pas de médecin ou s'ils avaient besoin d'une chirurgie difficile. La société les détestait et les craignait. Mais si quelqu'un tombait malade et ne trouvait pas de remède, il courait vers eux. Une étrange contradiction, mais qui montre comment cette profession était pleine de paradoxes. Le bourreau ne vivait pas sa journée comme les autres. Sa journée commençait tôt, car il savait que toute sentence serait probablement exécutée de jour devant les gens. Il se levait pour vérifier ses outils, nettoyer son épée ou examiner les cordes. Certains d'entre eux étaient très attentifs à l'aspect pratique, car toute erreur lui coûtait sa réputation, et sa réputation était déjà fragile. Et quand venait le moment de l'exécution, il portait des vêtements distinctifs. Parfois, il avait un masque ou une cagoule pour que les gens ne voient pas ses expressions. Le but était que les gens se concentrent sur la punition elle-même et non sur ses traits.
Lorsqu'il sortait sur la place, toute la scène était préparée comme un grand théâtre. Le public se rassemblait, enfants, femmes et hommes, tout le monde attendait le moment. Certains venaient par curiosité, d'autres pour voir la justice rendue, et d'autres simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autre divertissement. La place se transformait en un spectacle public, et le crime et le châtiment devenaient une leçon visuelle pour tous. Et le bourreau savait que chaque mouvement qu'il faisait était calculé. Il marchait d'un pas ferme, sa voix était basse, il ne parlait pas beaucoup. Car toute parole pouvait être interprétée de manière erronée. Son silence et son image, tenant l'épée ou la corde, suffisaient à eux seuls pour faire passer le message. Les moments les plus sensibles étaient ceux de la confrontation avec le condamné. Parfois, le condamné était calme et résigné, et d'autres fois, il criait et suppliait. Le bourreau devait rester impassible, ne montrer ni compassion ni colère. Car sa fonction n'était pas personnelle, il n'était qu'un instrument. Mais il était humain après tout, et avec le temps, beaucoup d'entre eux étaient affectés intérieurement, même s'ils ne le montraient pas. De nombreuses histoires rapportent que certains bourreaux rentraient chez eux après une exécution et restaient assis en silence pendant des heures, comme s'ils portaient un poids sur leur poitrine. Les gens voyaient le bourreau comme un symbole de peur. Sa simple présence leur rappelait la loi et les châtiments. Certains enfants, s'ils désobéissaient, leurs parents les effrayaient en mentionnant le nom du bourreau. Il est devenu une partie de l'imaginaire populaire, comme si son nom était synonyme de terreur. Mais en même temps, de nombreux souverains comptaient sur lui comme un élément essentiel pour asseoir leur autorité. Sans le bourreau, la loi ne pouvait s'imposer. Et parmi les choses étranges, certains bourreaux, malgré le rejet de la société, vivaient une vie financière meilleure que d'autres, parce qu'ils avaient un salaire de l'État, et parfois ils recevaient des primes si la tâche était difficile. Et certains d'entre eux faisaient du commerce dans d'autres activités que personne d'autre n'osait entreprendre, comme nettoyer les cadavres ou s'occuper des animaux morts. Avec le temps, ils ont acquis une sorte de stabilité, mais une stabilité teintée de solitude. L'histoire des bourreaux nous révèle comment la société du Moyen Âge traitait l'idée de punition et de justice. La justice n'était pas seulement une loi écrite, c'était une scène vivante que les gens vivaient. Le bourreau n'était qu'un instrument, mais un instrument qui dessinait les traits de toute une époque. Une époque qui croyait que la punition devait être visible, publique et faire trembler les gens. C'est pourquoi la présence du bourreau était essentielle. Et bien que de nombreux bourreaux aient vécu une vie difficile et isolée, certains ont essayé de trouver un sens à leur travail. Certains se voyaient comme les protecteurs de la loi, comme des personnes exécutant la volonté de l'État pour que la société reste unie. D'autres se justifiaient en se disant qu'ils exécutaient des ordres et que la culpabilité ne leur incombait pas, mais à la loi. Cette pensée les aidait à continuer leur vie malgré le poids de la tâche. Les bourreaux du Moyen Âge étaient plus que de simples personnes portant une hache ou une épée. Ils étaient le miroir d'une époque entière pleine de contradictions. Une société qui avait besoin d'eux, les craignait, les détestait, mais ne pouvait pas vivre sans eux. Au fil du temps, le bourreau a acquis une place particulière dans les villes et les villages, une place étrange et pleine de paradoxes. Les gens le connaissaient, tenaient compte de sa présence, mais en même temps, ils évitaient tout contact direct avec lui. Il marchait au marché et on lui ouvrait le chemin sans que personne ne le touche, comme s'il portait une malédiction que personne ne voulait contracter. Les enfants le regardaient de loin avec des yeux remplis de peur et de curiosité. Les femmes se couvraient le visage en le voyant et les hommes feignaient le courage, mais leur cœur tremblait à sa simple vue. Le bourreau vivait comme s'il était une créature entre deux mondes, le monde des humains dont il faisait partie et le monde de la mort auquel il était constamment lié. Ce qui ajoute à l'étrangeté, c'est que certains bourreaux sont devenus des personnalités connues de tous, bien qu'ils aient essayé de se cacher. Ils portaient des masques ou des cagoules pendant leur travail, mais leur visage était connu des habitants de la ville. Et parfois, la simple mention du nom du bourreau suffisait à terrifier n'importe qui, même s'il n'avait commis aucune faute, comme si son nom seul était une punition psychologique.
Le bourreau n'exécutait pas seulement les peines de mort, il était responsable de toutes les peines imposées par l'État. Si quelqu'un était condamné au fouet, c'est lui qui tenait le fouet. Si la sentence était de couper la main d'un voleur, c'est lui qui abattait la hache. Si la punition était l'exposition publique, c'est lui qui conduisait le condamné enchaîné dans les rues. Sa fonction n'était donc pas seulement liée à la mort, mais à tout ce qui reflétait la force de la loi et la puissance de l'État. Ces multiples tâches plaçaient les bourreaux toujours au cœur des événements. Toute erreur qu'ils commettaient provoquait la colère du peuple, et toute cruauté excessive pouvait créer un état de rébellion. C'est pourquoi ils apprenaient à équilibrer l'exécution précise de la peine et le maintien de l'image de l'État. Ce n'était pas seulement une question de force physique, cela exigeait de l'intelligence, de la patience et de la prudence. Dans certains récits historiques, on mentionne que le bourreau savait lire les visages de public. S'il voyait les gens tendus ou sur le point de se mettre en colère, il essayait d'exécuter rapidement pour ne pas éveiller les soupçons. Et si le public était avide de vengeance, il pouvait prolonger un peu la scène de la punition pour satisfaire leurs yeux, comme un acteur qui connaît bien son public et répond à ses attentes. Mais quelle que soit l'importance de son rôle, sa vie privée restait compliquée. Le bourreau chez lui était une autre personne, il s'asseyait avec ses enfants et sa femme, essayant de vivre une vie normale, mais il ne pouvait échapper aux images de sang et aux cris qu'il entendait dans son travail. Certains bourreaux souffraient de cauchemars récurrents, voyant les visages des condamnés les hanter, même pendant leur sommeil. Ils menaient une double vie, une façade forte devant les gens et une faiblesse intérieure que personne d'autre ne connaissait. L'isolement social était une partie essentielle de leur souffrance. De nombreux voisins refusaient de vivre à côté de la maison du bourreau, et certaines églises leur interdisaient d'assister aux prières avec les gens ordinaires, comme s'ils portaient une marque d'infamie dont ils ne pouvaient se défaire. Cependant, l'État les protégeait, car il savait qu'ils étaient un élément important pour la survie du système. Certains souverains leur accordaient de petits privilèges, comme l'exemption de certains impôts, ou leur donnaient des maisons en périphérie des villes. Mais peu importe leurs efforts pour rehausser leur statut, le regard populaire restait empreint de mépris et de peur. Très souvent, le bourreau se retrouvait seul, même dans ses moments de joie. S'il se mariait, très peu de personnes assistaient à la cérémonie, et s'il mourait, beaucoup de gens refusaient de suivre son cortège funèbre. Et certaines familles avaient honte de dire qu'un de leurs ancêtres avait été bourreau. Comme si la profession était une malédiction qui poursuivait la famille pendant de longues générations. Mais ce qui est étrange, c'est que certains bourreaux ont réussi à renverser la situation. Dans certaines villes, le bourreau est devenu une personnalité connue et de confiance, au point que les gens se tournaient vers lui pour d'autres affaires que les punitions. Comme nous l'avons dit, ils avaient une expertise médicale et certains sont devenus des pharmaciens ou des chirurgiens non officiels. Les gens venaient les voir la nuit en secret pour que personne ne les voie, demandant un traitement, un médicament ou un conseil. Cela a parfois changé le statut du bourreau, passant de paria à une personne dont on n'avait plus que jamais besoin. Lors des grandes exécutions auxquelles assistaient les souverains et les classes supérieures, le rôle du bourreau était encore plus grand, car il devait prouver qu'il pouvait représenter l'autorité de l'État devant tout le monde. Il portait des vêtements distinctifs, parfois luxueux, tenait une épée brillante et se tenait avec confiance. Chaque mouvement était calculé. Chaque pape avait une signification. Et à la fin, le public applaudissait parfois si l'exécution était rapide et précise, comme s'ils assistaient à un spectacle réussi. Le côté sombre de la vie du bourreau était sa relation avec lui-même. Avec le temps, il commençait à se voir comme différent des autres humains. Il n'était pas comme le paysan qui cultive, ni comme le forgeron qui fabrique des outils, ni comme le marchand qui vend et achète. Il vivait avec la mort, traitant avec les âmes des gens chaque jour. Ce sentiment lui faisait porter un lourd fardeau psychologique. Certains ont essayé d'échapper à la profession, mais peu ont réussi. Car même s'il quittait son travail, les gens n'oubliaient pas son passé. Son nom restait taché de sang et la société continuait de lui rappeler son travail. Cependant, nous devons admettre que les bourreaux étaient un élément nécessaire dans le système du Moyen-Âge. Sans eux, les lois resteraient lettres mortes. Leur existence était ce qui rendait la punition réelle, ce qui faisait réfléchir les gens 1000 fois avant de commettre une erreur. Même si la société les détestait, ils étaient ceux qui maintenaient l'ordre.
Cette étrange contradiction est ce qui rend leur histoire profonde et pleine de leçons. Plus nous plongeons dans leur vie, plus nous découvrons que les bourreaux n'étaient pas simplement des personnes cruelles et sans cœur, mais des êtres humains comme nous, avec des sentiments, vivant des conflits internes, mais contraints à un rôle spécifique imposé par l'État ou le destin. C'est ce qui rend leur histoire à la fois douloureuse et fascinante, car elle nous révèle une autre facette de la justice, une facette cruelle, mais réaliste, à une époque pleine de peur et de chaos. Avec le développement des villes au Moyen Âge, les exécutions sont devenues des spectacles grandioses, rassemblant des milliers de personnes. Ce n'était pas seulement l'application de la loi, mais un grand événement social, comme un festival d'un genre particulier. Les gens se rassemblaient dès le petit matin, certains amenant leurs enfants, d'autres vendant de la nourriture et des boissons autour de la place, comme si c'était une occasion récurrente. Et le bourreau était le héros principal de ce théâtre sanglant. Tout le monde attendait le moment de son apparition. Sa simple sortie avec l'épée ou les cordes suffisait à provoquer une vague de chuchotements, et tous les yeux se concentraient sur lui, comme un acteur principal dans une pièce dont tout le monde connaît la fin, mais qu'ils sont néanmoins impatients de voir. Ces moments nous révèlent un nouvel aspect de la vie du bourreau. Il est parfaitement conscient que son travail n'est pas seulement une tâche officielle, mais un spectacle visuel qui doit laisser une impression. L'État veut que les gens aient peur, et le public veut voir un spectacle qui satisfait sa curiosité. Et le bourreau est coincé entre ces deux parties. Il exécute avec fermeté pour prouver l'autorité de l'État, et il agit avec précision pour satisfaire les regards du public. Comme s'il vivait une double pression, et tout le monde l'observe, et toute erreur pourrait le transformer de bourreau en une personne encore plus méprisée qu'il ne l'est déjà. Ce qui est étrange, c'est que certaines personnes traitaient le moment de l'exécution avec une sorte de rituel étrange. Ils touchaient l'échafaud après la fin de la sentence ou essayaient de prendre quelque chose des outils du bourreau comme un souvenir. Certains croyaient que le sang versé du criminel portait une force et que le toucher pouvait éloigner le mal ou porter chance. Et à ce moment-là, le bourreau passait de simple employé à une figure légendaire liée à la peur et à la magie dans l'esprit des gens. Mais au milieu de ces rituels populaires, le bourreau lui-même restait un homme qui souffrait. De nombreux récits historiques mentionnent que certains bourreaux recouraient à l'alcool pour oublier le poids de leur travail. Ils buvaient après chaque exécution, essayant d'atténuer les images qui restaient gravées dans leur esprit. Et parfois, la dépendance devenait une partie de leur vie quotidienne. Ils ne pouvaient dormir qu'ivres et ne pouvaient se faire face qu'en étant inconscients. Cette image nous montre que la cruauté apparente cache une profonde fragilité intérieure. La relation entre le bourreau et l'État était complexe. D'une part, il était un instrument officiel, exécutant les ordres de la loi, et d'autre part, il était une personne que l'État essayait de ne pas trop approcher. Certains souverains s'adressaient à lui directement et lui donnaient des ordres, mais beaucoup préféraient lui parler par l'intermédiaire, comme s'ils craignaient de toucher la malédiction qu'il portait. Et même avec les petits privilèges qu'il lui accordait, le bourreau restait toujours dans une zone grise, nécessaire mais paria, proche mais lointain. Avec le temps, certaines villes ont essayé d'organiser le travail du bourreau de manière plus officielle. Ils ont eu des lois définissant son salaire, le nombre de fois où il travaillait, et même certains droits pour sa famille. Ils ont réalisé que le bourreau n'était pas seulement une personne de passage, mais une institution en soi. Sa présence était nécessaire pour maintenir l'image forte de l'État, et sans sa présence, le chaos pourrait se propager. Mais peu importe leurs efforts pour rehausser son statut, son plus grand problème restait le regard que les gens portaient sur lui. Sur les marchés, il faisait face au silence. Lors des occasions, il faisait face à l'ignorance. Dans les églises, il faisait face à la marginalisation. Il vivait dans un isolement social qui le tuait lentement. De nombreux bourreaux mariaient leurs enfants à des familles de bourreaux comme eux, car la société refusait de se mélanger avec eux. Comme s'ils vivaient dans un cercle fermé, une vie séparée du reste de l'humanité. Les enfants nés dans les maisons des bourreaux grandissaient en sachant qu'ils étaient différents. Leurs amis à l'école les évitaient et leurs voisins ne leur permettaient pas de jouer avec les autres enfants.
Il grandissait chargé d'une stigmatisation qu'il n'avait pas choisie et finissait souvent par exercer la même profession. Et ainsi, le cycle continuait de génération en génération. Le bourreau n'était pas seulement un individu, c'était une longue lignée familiale condamnée par le sang et l'isolement. Parmi les situations fascinantes, certains bourreaux étaient sollicités dans de grandes affaires politiques, pas seulement des crimes ordinaires. Si une rébellion ou une haute trahison se produisait, l'État convoquait le bourreau pour exécuter une sentence spectaculaire qui ferait trembler tout le monde. À ces moments-là, l'exécution se transformait dans un spectacle politique, un message direct du pouvoir au peuple. Et le bourreau savait que sa mission était alors plus grande que jamais, car le destin du prestige de l'État dépendait de sa précision et de sa cruauté. Surtout si le condamné était une personne connue ou aimée du peuple. Imaginez un bourreau obligé d'exécuter la sentence d'un chevalier courageux ou d'un chef bien-aimé. Comment cela son état? Les gens le considéraient comme un instrument d'injustice, et lui-même réalisait qu'il exécutait des ordres qu'il ne pouvait changer. Certains essayaient de terminer l'exécution rapidement pour apaiser la colère populaire, et d'autres étaient exposés à un danger réel si la foule se soulevait contre eux. Et malgré toutes ces circonstances, le bourreau est resté une partie intégrante de l'image du Moyen-Âge. Il est le reflet de la cruauté de cette époque et un témoin vivant de l'idée de justice, qui reposait plus sur la peur que sur la miséricorde. Et à travers lui, nous pouvons comprendre comment les sociétés construisaient leur équilibre. La justice n'était pas seulement écrite dans les livres, mais c'était du sang qui coulait sous les yeux et des corps exposés sur les places. Et le bourreau était la main qui rendait tout cela tangible. La vie du bourreau amène à réfléchir sur le sens de la justice elle-même. Est-ce simplement une punition cruelle qui effraie les gens, ou est-ce une tentative désespérée de contrôler une société pleine de chaos? Finalement, chaque génération qui a vécu avec le bourreau a appris la leçon à sa manière. Certains se sont conformés à la loi par peur de la scène de la place publique, et d'autres ont commencé à haïr le pouvoir et à le considérer comme injuste. Et au milieu de tout cela, le bourreau reste pris entre le marteau et l'enclume, exécutant les ordres des autres et en payant le prix de sa vie et de sa réputation. Dans les ruelles des villes européennes du Moyen-Âge, toute la vie des gens tournait autour de l'idée d'ordre et de la peur d'enfreindre les lois. Les marchés étaient animés, les marchands vendaient leurs marchandises, les paysans apportaient leurs récoltes, les enfants couraient dans les ruelles. Mais derrière cette scène pleine de vie, une ombre lourde planait sur tout le monde. L'ombre du châtiment et de la justice stricte. Et celui qui représentait le plus clairement cette ombre était le bourreau. Sa seule présence rappelait constamment aux gens que la loi était présente et que toute erreur pouvait se transformer en une scène publique devant tout le monde. Mais si nous remontons un peu en arrière, nous constatons que la fonction de bourreau n'est pas née soudainement au Moyen Âge. Ses racines sont beaucoup plus profondes. Dans les civilisations anciennes comme Rome, il y avait des personnes spécialisées dans l'exécution des peines, appelées lictors, qui accompagnaient les magistrats et portaient les instruments de châtiment. Dans d'autres civilisations, comme la Perse et la Chine, il y avait des rituels d'exécution et de torture exécutés par des personnes spécialisées. L'idée d'une personne dédiée à l'exécution de la justice par la force est donc ancienne. Mais au Moyen Âge, elle a pris une forme claire et indépendante, et la profession s'est transformée en une institution à part entière. Avec la montée en puissance de l'Église et de l'État en Europe, le bourreau a acquis une plus grande autorité, non pas parce qu'il avait le pouvoir de décision, mais parce qu'il tenait les rênes de l'exécution. Au moment où il mettait la corde autour du cou du criminel ou levait son épée, c'est lui qui décidait de la précision de la justice, et c'est lui qui transformait la loi écrite en une réalité vivante. Cela nous donne une image étrange. Un homme rejeté par les gens, mais qui détient entre ses mains le symbole le plus puissant de l'autorité. Un des moments les plus importants qui montre l'importance du bourreau est celui des procès publics. Les tribunaux de cette époque n'étaient pas seulement des juges et des papiers comme aujourd'hui. C'étaient des scènes dramatiques. Les gens se rassemblaient pour entendre les accusations, voir le criminel et attendre le verdict. Et si le verdict était la mort ou la torture, tout le monde savait que le bourreau allait bientôt apparaître. Sa présence était donc toujours liée au moment que tout le monde attendait avec impatience ou terreur.
Parmi les choses qui méritent qu'on s'y arrête, il y a les outils qu'il utilisait. L'épée est la plus célèbre, mais pas le seul outil. Il y avait d'énormes haches spéciales pour la décapitation, des cordes pour la pendaison, des roues de fer sur lesquelles on brisait les os des criminels et des chaînes pour les traîner sur les places publiques. Et chaque outil avait un symbole différent dans l'esprit des gens. L'épée était associée à une justice rapide, la hache suggérait la cruauté et la roue représentait les pires formes de châtiment qui s'étendaient sur de longues heures. Imaginez comment les sons du fer frappaient les oreilles des gens et restaient gravés dans leur mémoire, comme la musique de l'horreur propre à cette époque. Le bourreau lui-même traitait ses outils comme une extension de son corps. Il devait connaître leur poids, équilibrer ses coups avec précision, être capable de les soulever devant une foule immense sans que la fatigue ne le trahisse. Certains s'entraînaient secrètement chez eux, essayant sur des troncs d'arbres ou des animaux morts, pour s'assurer qu'ils étaient capables d'accomplir leur travail sans erreur. Car toute erreur devant le public était considérée comme un scandale, et parfois provoquait une grande colère parmi les gens. L'aspect étrange est aussi le lien du bourreau avec la science primitive de cette époque. Comme il avait de l'expérience avec les corps humains, le sang et les os, certains bourreaux ont commencé à utiliser leurs compétences comme guérisseurs. Ils arrachaient des dents, soignaient des blessures, vendaient des herbes et même pratiquaient des opérations simples. Et bien que la société détestât s'approcher d'eux publiquement, beaucoup de gens leur rendaient visite en secret s'ils avaient besoin de soins. La même main qui exécutait la sentence et versait le sang était la même main qui pansait les plaies et guérissait les malades. Si nous nous concentrons sur l'aspect psychologique, nous constatons que le bourreau menait une vie pleine de conflits internes. Il savait qu'il accomplissait un travail considéré comme honorable par la loi, mais en même temps, il faisait face à la haine et au rejet des gens. Il ne trouvait donc de repos ni dans la société, ni en lui-même. Imaginez quelqu'un qui travaille toute la journée à exécuter des peines et le soir s'assoit avec sa famille en essayant d'être un père normal. Mais ses enfants font face au regard de mépris à l'école et sa femme entend les chuchotements des voisins. La maison elle-même se transforme en une prison morale et le seul mur qui les sépare de la société est bien trop faible pour les protéger. Le plus étrange de tout cela, c'est que le bourreau détenait de nombreux secrets. Il connaissait les détails des derniers moments des criminels, entendait leurs dernières volontés, voyait leurs peurs, entendait leurs cris. Il avait donc un stock d'images mentales inoubliables. Certains bourreaux ont écrit des mémoires plus tard et ont mentionné comment ces moments les ont hantés toute leur vie. Ils voyaient les visages dans leurs rêves, entendaient les appels à l'aide la nuit, vivaient avec le fantôme du passé qui ne leur laissait aucun répit. Et bien que leur vie fût sombre parfois, la société elle-même était obligée de respecter leur existence, surtout en temps de guerre ou de troubles, car le bourreau représentait la dernière ligne de défense contre le chaos. Sa simple apparition dans les rues rappelait aux gens que l'État était toujours fort et que la loi était au-dessus de tout. Et même si personne n'aimait se tenir à ses côtés, tout le monde savait que son absence signifiait l'effondrement du système. Ce paradoxe étrange est ce qui rend la figure du bourreau digne de réflexion. C'est un homme détesté, mais nécessaire. Un paria, mais essentiel. Cruel, mais parfois miséricordieux de manière inattendue. Son existence nous révèle une vérité amère. La justice, au Moyen-Âge, n'était pas juste au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais c'était un moyen de maintenir la cohésion de la société au milieu d'une époque pleine de chaos, de guerres et de maladies. Au cœur des grandes villes comme Paris, Londres et Nuremberg, il y avait des places dédiées aux exécutions. Ces places se transformaient de temps en temps en un théâtre en plein air où tout le monde se rassemblait, jeunes et vieux, riches et pauvres, comme pour une occasion publique. Mais derrière cette foule, le bourreau restait la personne que tout le monde attendait. Sa simple apparition créait une vague de silence, car il était le symbole de la peur qui habitait le cœur de chacun. Même si les gens feignaient de rire ou d'être excités, au fond d'eux, un sentiment lourd leur disait que cet homme tenait entre ses mains le destin de nombreuses âmes.
Il est intéressant de noter que certains bourreaux devenaient très célèbres, non pas parce que les gens les aimaient, mais parce que leur nom était associé à de grands événements. Si un bourreau exécutait la sentence d'une personnalité connue ou d'un groupe de rebelles, son nom devenait une partie de l'histoire locale. Avec le temps, les gens se souvenaient de lui plus que de certains juges ou fonctionnaires. La renommée du bourreau était une renommée étrange, mêlant la peur et la malédiction, comme une renommée noire dont personne n'était fier, mais qui existait, malgré tout. Dans les petits villages, la situation du bourreau était un peu différente. Parfois, le village n'avait pas son propre bourreau et il devait en faire venir un d'une autre ville. Ces convocations suscitaient l'inquiétude parmi les gens, car la simple arrivée du bourreau dans leur localité signifiait qu'il y avait un crime majeur ou une punition exceptionnelle. Et de nombreux villageois prenaient soin d'éviter les chemins empruntés par le bourreau, craignant même son ombre. Cependant, le jour de l'exécution, tout le monde se rassemblait, comme si la curiosité était plus forte que la peur. Parmi les détails étranges, le bourreau n'exécutait pas toujours les peines seul. Souvent, il avait des assistants pour l'aider, appelés fils du bourreau ou apprentis du bourreau. Ceux-ci étaient généralement de sa famille ou de jeunes gens contraints d'entrer dans la profession. Leur rôle était d'immobiliser le criminel, de préparer les outils ou de terminer la tâche si le bourreau était fatigué. La profession n'était donc pas individuelle, mais plutôt comme un petit atelier tournant autour d'une seule personne, la tête. Cela explique pourquoi les familles transmettaient la profession à leurs fils, car l'expérience se transmettait de main en main et la stigmatisation avec elle. De plus, le bourreau était parfois responsable des corps des condamnés après l'exécution. Si la tête était coupée, c'est lui qui la levait devant les gens, et si le corps était pendu, c'est lui qui s'assurait qu'il reste suspendu longtemps. Certaines peines exigeaient l'exposition du corps à différents endroits, comme aux portes de la ville ou sur les ponts, pour servir d'exemple à tous ceux qui passaient. Et c'est le bourreau qui se chargeait de cette tâche. Imaginez le nombre de scènes qu'il voyait presque quotidiennement. Comment il vivait en voyant des corps en décomposition et en devant les manipuler avec froideur. Le bourreau avait également un grand rôle dans la propagation de la terreur religieuse. L'Église considérait que le châtiment faisait partie de la purification, et le bourreau était la main qui exécutait la volonté de la justice divine, telle que la voyaient les ecclésiastiques. Certains prêtres assistaient aux exécutions et bénissaient le bourreau ou lisaient des prières avant l'exécution. Cela donnait au bourreau le sentiment qu'il n'était pas seulement un employé, mais un instrument entre les mains d'une force supérieure. Et bien que la société le rejette, il pouvait lui-même sentir qu'il accomplissait une mission sacrée. Mais peu importe comment il se justifiait, sa vie quotidienne restait pleine de solitude. Les maisons où vivaient les bourreaux étaient souvent en périphérie des villes, loin des quartiers animés. Comme une zone séparée du monde où personne n'entrait, sauf par nécessité. Certains historiens mentionnent que même les marchands refusaient de vendre directement au bourreau et demandaient à ses enfants ou à sa femme de venir acheter à sa place. L'homme lui-même vivait donc en paria, même dans les plus simples détails de sa vie. Quant à sa rémunération, elle variait selon la ville et l'époque. Certains bourreaux recevaient un salaire fixe et d'autres obtenaient une partie des biens des criminels après leur confiscation. Et parfois, si l'exécution était complexe ou longue, le bourreau demandait une somme supplémentaire. Des histoires rapportent que certains bourreaux négociaient secrètement avec les familles des criminels. S'ils leur payaient une certaine somme, ils s'assuraient que l'exécution soit rapide et sans grande douleur. Même dans les situations les plus cruelles, il y avait donc place pour la négociation et la miséricorde, à condition qu'elle ait un prix. Parmi les scènes émouvantes, certains criminels, avant l'exécution, essayaient de parler personnellement au bourreau. Ils lui demandaient de les soulager, lui recommandaient de finir rapidement, ou lui demandaient de transmettre un message à leur famille. Imaginez la situation du bourreau à ces moments-là. Entendant les supplications d'une personne qu'il sait qu'il va tuer quelques minutes plus tard. Certains bourreaux restaient silencieux, d'autres répondaient par de courtes paroles, mais chaque mot de ces moments laissait une profonde empreinte en lui. Et bien que beaucoup de gens imaginent les bourreaux comme des monstres sans cœur,
la vérité est que certains d'entre eux montraient un côté humain caché. Dans les quelques mémoires qui nous sont parvenues, on trouve des histoires de bourreaux qui ont pleuré après une exécution difficile ou qui se sont isolés des gens pendant des jours pour oublier une scène particulière. Certains ont même quitté brusquement la profession et se sont enfuis de la ville car ils ne pouvaient plus en supporter le poids. Mais la majorité étaient piégés dans un cercle vicieux, ne pouvant pas le quitter car la société ne leur donnait pas la chance de vivre une autre vie. Si nous y réfléchissons davantage, nous constatons que l'image du bourreau au Moyen Âge n'est pas seulement l'histoire d'une personne qui exécute des peines, mais une fenêtre sur l'esprit de cette époque, une époque où la justice marchait sur le fil de l'épée, où la peur était la première loi et où le sang était la langue que tout le monde comprenait. Le bourreau était le symbole d'une cruauté humaine, mêlée à un désir de contrôle, et en même temps, il était un homme victime du même système qu'il servait. Dans certaines villes, le bourreau n'était pas seulement l'exécuteur des peines, mais il est devenu une figure centrale de la vie quotidienne. Les enfants l'entendaient dans les contes populaires, les adultes le mentionnaient en parlant des lois, et même les marchands utilisaient son nom comme un avertissement pour les corrompus. Si tu mens, le bourreau t'attend. Avec le temps, sa profession s'est liée à la légende, comme si sa personnalité dépassait son rôle réel. Dans les petits villages, le bourreau devenait souvent une partie du patrimoine populaire. Ces histoires se transmettaient de génération en génération et certaines se transformaient en légendes, comme les récits d'un bourreau qui a exécuté sa sentence d'une manière extraordinaire ou qui a réussi à calmer une foule en colère avec une sagesse surprenante. Ces histoires créaient chez les gens une image mitigée, la peur et le respect en même temps. Un détail important était la méthode de formation des nouveaux bourreaux. De nombreuses villes suivaient un système d'enseignement strict, où le bourreau expérimenté lui apprenait comment se déplacer, comment tenir les outils, comment se comporter devant le public et comment maintenir sa prestance à chaque instant. La formation comprenait l'aspect physique et psychologique, car la moindre erreur pouvait entraîner le chaos ou une révolte populaire. Certains bourreaux passaient des années avant de devenir pleinement responsables, ce qui montre l'ampleur de la responsabilité qui pesait sur leurs épaules. Les outils étaient une partie essentielle de la formation, et chaque outil avait des règles d'utilisation précises. Les épées, les haches, les cordes, les roues de torture, chacun avait un poids spécifique, un angle d'utilisation et une manière de traiter la victime. Le bourreau savait quand alléger ou augmenter la pression selon les circonstances et chaque mouvement était calculé avec précision. Car la moindre erreur pouvait entraîner des résultats inattendus devant une grande foule. L'aspect psychologique était plus important que le physique. Le bourreau avait besoin d'une force intérieure lui permettant de se détacher des sentiments des victimes, tout en conservant un sens des responsabilités. Certains bourreaux utilisaient des techniques psychologiques, comme répéter les ordres d'une voix calme ou se concentrer sur les détails mécaniques de l'exécution, pour ne pas être affectés par les cris ou les supplications des gens. Cette discipline psychologique était la clé de leur succès dans la profession. Les relations sociales du bourreau étaient très complexes. Malgré la nécessité de sa présence dans la société, beaucoup de gens refusaient de se lier d'amitié avec lui ou de le fréquenter. Le bourreau vivait souvent dans l'isolement, sa maison étant éloignée du quartier principal, et sa femme et ses enfants faisaient face à de grands défis pour être acceptés par la société. Les familles choisissaient de se marier uniquement au sein des familles de bourreaux pour éviter la stigmatisation sociale. Et parfois, le bourreau devenait une partie de la politique locale. Les souverains l'utilisaient comme un symbole de pouvoir, surtout en période de troubles ou de rébellion. La simple apparition du bourreau sur la place de la ville envoyait un message fort. Le pouvoir est en place et enfreindre la loi est dangereux. Certains souverains profitaient de cette image pour intimider les opposants et même pour prouver leur force à leurs voisins. Mais malgré la force apparente, le bourreau souffrait d'effets à long terme. Beaucoup d'entre eux faisaient des cauchemars. L'écoute des cris et du sang les hantaient pendant leur sommeil. Certains devenaient solitaires, s'éloignant de la société, même dans leur vie quotidienne. Cela créait une sorte de conflit intérieur entre l'accomplissement de son devoir et la préservation de son humanité.
Dans certaines villes, le bourreau savait tout de la criminalité locale. En raison de son travail quotidien, il était constamment informé des contrevenants, des condamnés et des crimes commis. Cette position faisait de lui une source d'informations précieuses pour les souverains et parfois un conseiller non officiel dans les décisions de sécurité. Le bourreau, bien qu'étant un exécuteur, faisait partie du réseau d'information locale et savait parfois comment utiliser ses connaissances à son avantage. L'aspect religieux avait également une grande influence. L'Église considérait le châtiment comme un moyen de purifier l'âme et de réaliser la justice divine. Le bourreau, malgré la haine de la société à son égard, traitait cette idée avec conscience. Certains bourreaux assistaient aux prières avant l'exécution ou récitaient des prières en silence et sentaient qu'ils faisaient partie d'une mission plus grande que la simple exécution de la sentence. Ce mélange de cruauté, de peur et de foi créait une image complexe de la personnalité du bourreau. Les preuves historiques montrent que certains bourreaux essayaient parfois d'utiliser leurs compétences de manière positive. Tout comme ils apprenaient à manipuler le corps humain lors de l'exécution des peines, ils utilisaient cette expérience dans des cas médicaux simples ou pour soigner les blessures dans le village. Cela reflète la profonde contradiction de leur vie. Une main qui utilise la cruauté et une autre qui utilise la guérison. Quant à l'aspect légendaire, beaucoup de gens racontaient des histoires de bourreaux possédant des pouvoirs surnaturels, comme la capacité de prédire les erreurs des gens, de prévoir la mort ou même d'exécuter une sentence d'une manière qui semblait si rapide qu'elle en était impossible. Certaines de ces histoires étaient très exagérées, mais elles créaient une peur supplémentaire et augmentaient leur prestige aux yeux des gens. Avec le temps, il est devenu clair que la vie du bourreau était profondément liée à tous les détails de la société, même si la société elle-même refusait d'admettre son existence. Dans les grandes villes, il y avait un schéma spécifique pour les bourreaux. Leur matinée commençait par la préparation des outils et se terminait parfois par la surveillance de l'exécution de sentences complexes, tandis que le soir était consacré à la documentation personnelle ou à un court repos avant de retourner à l'entraînement ou à la préparation des cas suivants. Le bourreau n'était pas seulement un exécuteur, mais un observateur constant, une partie inséparable de tout ce qui concernait la justice et le châtiment. Dans de nombreuses villes, le bourreau était responsable de l'exécution des peines publiques et en même temps, il faisait partie d'un réseau de surveillance des criminels. S'il y avait des indices de rébellion ou des rumeurs de vol collectif, le bourreau était souvent le premier à le savoir et en informer les autorités. Sa fonction était double, appliquer la loi et informer le pouvoir de tout ce qui se passait dans la ville. C'est pourquoi, malgré la haine sociale, certains souverains comptaient beaucoup sur lui et faisaient confiance à son expérience et à ses compétences. Parmi les détails émouvants, il y a la relation entre le bourreau et le criminel avant l'exécution. Certains criminels essayaient de communiquer avec lui, lui demandant des moyens d'alléger la peine ou demandant des paroles apaisantes avant le moment final. Cela mettait le bourreau dans une position difficile. Comment être humain avec une personne sur le point de mourir et comment rester fidèle aux lois et aux instructions? Ce conflit psychologique faisait partie intégrante de sa vie quotidienne et de nombreux bourreaux ont admis que ces moments étaient les plus marquants pour eux. Dans les villages, l'arrivée du bourreau créait un état de stupeur et de peur dans la communauté. Les enfants se cachaient, les adultes observaient en silence, et tout le monde se souvenait des vieilles histoires sur les exécutions précédentes. La présence du bourreau n'était pas seulement une fonction, mais un symbole de pouvoir et de peur, et peut-être un outil éducatif indirect pour apprendre aux gens à respecter la loi. L'aspect légendaire de la personnalité s'est développé avec le temps. Les gens associaient les bourreaux à des pouvoirs mystérieux ou à des capacités surnaturelles. Certaines histoires racontent qu'un bourreau célèbre a exécuté une sentence avec une rapidité anormale, ou qu'il a réussi à contrôler une foule en colère d'une manière inattendue. Ces légendes ajoutaient au bourreau une aura de terreur, même s'il n'était qu'un être humain obéissant aux ordres de l'État. Les outils étaient plus que de simples moyens d'exécution, ils étaient des symboles de pouvoir et de contrôle.
Les épées, les haches et les cordes n'étaient pas seulement des outils, mais des messages clairs pour les gens. Toute erreur, aussi petite soit-elle, serait confrontée à une punition immédiate. Le bourreau connaissait chaque angle, chaque poids, chaque mouvement et chaque détail qui garantissait que l'exécution se déroule efficacement, tout en laissant une trace psychologique sur tous ceux qui regardaient. L'entraînement continu était une partie essentielle de la vie du bourreau. Non seulement l'entraînement aux outils, mais aussi le contrôle des émotions, la gestion de la foule, la gestion du stress psychologique et même le développement de compétences de communication avec le pouvoir. De nombreux bourreaux ont passé de longues années à apprendre ces compétences avant de devenir responsables de l'exécution des grandes sentences. Les relations sociales du bourreau étaient complexes et tendues. Malgré son importance dans la société, il souffrait d'isolement. Les gens refusaient de l'approcher et même sa famille faisait face à une grande stigmatisation sociale. Les enfants grandissaient en sachant que la société les discriminait et les relations conjugales étaient souvent condamnées par cette stigmatisation. La vie quotidienne du bourreau était un mélange de pouvoir apparent et de rejet social réel. L'aspect psychologique était le plus difficile. Voir le sang et les cris en permanence, faire face à la mort, faire face aux supplications des gens, tout cela laissait une profonde empreinte. Certains bourreaux souffraient de dépression, d'autres de cauchemars, et beaucoup recouraient à l'isolement ou même à la dépendance à l'alcool pour soulager la pression psychologique. L'aspect religieux jouait également un rôle important. Certains bourreaux sentaient qu'ils exécutaient la volonté d'une justice supérieure, assistaient aux prières avant l'exécution ou se souvenaient des concepts de châtiment divin. Ces pratiques aidaient certains d'entre eux à justifier psychologiquement leurs actes, même s'ils étaient brutaux. Au fil des siècles, le rôle du bourreau a commencé à changer progressivement. Les lois modernes ont commencé à réduire les peines publiques et à augmenter les peines de prison ou les amendes. Progressivement, les bourreaux ont commencé à perdre leur prestige social et leur profession s'est transformée d'un symbole de pouvoir à une fonction limitée, considérée par la société avec plus de détachement que jamais auparavant. Alors que la vie au Moyen-Âge se poursuivait, le bourreau avait une présence incontournable. Chaque grande ville avait un lieu dédié aux exécutions, souvent sur la place principale où les gens se rassemblaient pour assister à l'exécution des sentences. Cette scène n'était pas seulement une punition pour une personne donnée, mais un spectacle social, visant à ancrer la loi dans l'esprit de tous. La présence du bourreau à ce moment-là symbolisait la présence de l'État et de son autorité, comme si la place se transformait en un grand théâtre et le bourreau en était l'acteur principal. Le public venait de partout, certains par curiosité, d'autres par peur ou même par vengeance. Pour beaucoup de gens, assister à une exécution était un moyen de confirmer que la justice fonctionnait et que le criminel avait reçu son châtiment. Les enfants étaient parfois forcés d'assister pour apprendre dès leur plus jeune âge que désobéir à la loi menait qu'à une fin tragique. À ces moments-là, le bourreau n'était pas seulement un être humain, mais il devenait un puissant outil psychologique pour inculquer l'obéissance et la conformité dans la société. Mais malgré tout ce prestige, on ne peut nier que les bourreaux eux-mêmes vivaient une souffrance intérieure. Beaucoup d'entre eux ont dû faire face aux cris de victimes parfois innocentes, car le système judiciaire de l'époque n'était pas toujours juste. Certaines personnes étaient condamnées à tort et le bourreau était obligé d'exécuter la sentence quoi qu'il arrive. Ce paradoxe le plaçait dans un dilemme moral constant, car il savait qu'il faisait partie d'une machine qui pouvait parfois se tromper, mais il ne pouvait ni se rebeller ni refuser les ordres. La relation entre le bourreau et le pouvoir était très sensible. S'il exécutait les ordres avec précision, il bénéficiait de la protection et du respect du souverain, mais s'il commettait une erreur ou provoquait un scandale public, il pouvait être puni avec les mêmes outils qu'il utilisait. Certains bourreaux ont été exécutés parce qu'ils n'avaient pas réussi à exécuter une sentence rapidement ou avaient provoqué le chaos sur la place. Cela signifie que la vie du bourreau elle-même était constamment en jeu et pleine de tensions. D'un autre côté, il y avait de rares aspects humains dans la vie du bourreau. Certaines sources historiques racontent que le bourreau consolait parfois les victimes avant le moment final, leur offrait de l'eau à boire ou de courtes paroles pour atténuer l'horreur de la situation. Ces simples touches humaines reflètent la grande contradiction de la personnalité du bourreau, une personne chargée de la cruauté, mais qui porte encore une part de compassion humaine.
Les outils utilisés par le bourreau étaient fabriqués avec le plus grand soin. Les épées, par exemple, étaient spécialement conçues pour être très tranchantes et aider à mettre fin à la vie d'un seul coup. Dans certaines villes, la maîtrise du premier coup était une question d'honneur pour le bourreau, et s'il échouait, il était exposé à la honte et peut-être à la punition. Il y avait aussi des instruments de torture complexes utilisés pour obtenir des aveux avant l'exécution, comme la roue pour briser les os, les guillotines de fer ou l'étirement des membres. Chaque outil avait son symbolisme et sa place à cette époque. Le bourreau était également utilisé comme un message politique. Lorsque le souverain voulait envoyer un avertissement à ses opposants, il ordonnait une grande exécution publique dirigée par le bourreau, et plus l'exécution était organisée et terrifiante, plus son impact sur les gens était grand. De cette manière, le bourreau n'était pas seulement un employé, mais un outil politique et social exploité pour consolider l'influence et le contrôle. Sur le plan psychologique, il était courant que le bourreau mène une vie remplie de cauchemars. Certains entendaient les cris des victimes dans leurs rêves, et d'autres en venaient à détester les lieux publics à cause des regards des gens ou de leur peur de lui. C'est pourquoi un grand nombre de bourreaux ont eu recours à l'isolement, vivant loin des gens et réduisant leurs contacts sociaux. Les enfants nés dans une famille de bourreaux héritaient souvent de la profession. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que la société refusait de les intégrer dans d'autres métiers. Cet héritage assurait la continuité de la profession à travers les générations et créait une sorte de classe fermée au sein de la société. Cependant, beaucoup de ces fils souffraient d'une grande stigmatisation sociale, n'étant pas facilement acceptés dans les écoles, les marchés ou même pour le mariage en dehors du cercle des bourreaux. Avec l'évolution des temps, l'image du bourreau a commencé à changer progressivement. Certains philosophes et ecclésiastiques ont commencé à critiquer ouvertement ces pratiques barbares, les considérant comme inhumaines. Ces critiques ont contribué à réduire le nombre d'exécutions publiques et à transformer les peines en emprisonnement ou en amende financière. Avec ce changement, le rôle du bourreau a commencé à diminuer progressivement et sa présence dans la vie publique est devenue moins fréquente. Mais malgré cela, l'image du bourreau est restée ancrée dans la mémoire des gens. Même après des siècles, il est encore mentionné dans les contes et les légendes populaires comme un symbole de cruauté et de justice à la fois. Cette mémoire collective a fait du bourreau une figure exceptionnelle et inoubliable, quels que soient les changements de loi et de système. À mesure que la vie au Moyen-Âge se poursuivait, le bourreau avait une présence incontournable. Chaque grande ville avait un lieu dédié aux exécutions, souvent sur la place principale où les gens se rassemblaient pour assister à l'exécution des sentences. Cette scène n'était pas seulement une punition pour une personne donnée, mais un spectacle social visant à ancrer la loi dans l'esprit de tous. La présence du bourreau à ce moment-là symbolisait la présence de l'État et de son autorité, comme si la place se transformait en un grand théâtre et le bourreau en était l'acteur principal. Le public venait de partout, certains par curiosité, d'autres par peur ou même par vengeance. Pour beaucoup de gens, assister à une exécution était un moyen de confirmer que la justice fonctionnait et que le criminel avait reçu son châtiment. Les enfants étaient parfois forcés d'assister pour apprendre dès leur plus jeune âge que désobéir à la loi menait à une fin tragique. À ces moments-là, le bourreau n'était pas seulement un être humain, mais il devenait un puissant outil psychologique pour inculquer l'obéissance et la conformité dans la société. Mais malgré tout ce prestige, on ne peut nier que les bourreaux eux-mêmes vivaient une souffrance intérieure. Beaucoup d'entre eux ont dû faire face aux cris de victimes parfois innocentes, car le système judiciaire de l'époque n'était pas toujours juste. Certaines personnes étaient condamnées à tort et le bourreau était obligé d'exécuter la sentence quoi qu'il arrive. Ce paradoxe le plaçait dans un dilemme moral constant car il savait qu'il faisait partie d'une machine qui pouvait parfois se tromper, mais il ne pouvait ni se rebeller ni refuser les ordres. La relation entre le bourreau et le pouvoir était très sensible. S'il exécutait les ordres avec précision, il bénéficiait de la protection et du respect du souverain. Mais s'il commettait une erreur ou provoquait un scandale public, il pouvait être puni avec les mêmes outils qu'il utilisait.
Certains bourreaux ont été exécutés parce qu'ils n'avaient pas réussi à exécuter une sentence rapidement ou avaient provoqué le chaos sur la place. Cela signifie que la vie du bourreau elle-même était constamment en jeu et pleine de tensions. D'un autre côté, il y avait de rares aspects humains dans la vie du bourreau. Certaines sources historiques racontent que les bourreaux consolaient parfois les victimes avant le moment final, leur offraient de l'eau à boire ou de courtes paroles pour atténuer l'horreur de la situation. Ces simples touches humaines reflètent la grande contradiction de la personnalité du bourreau. Une personne chargée de la cruauté, mais qui porte encore une part de compassion humaine. Les outils utilisés par le bourreau étaient fabriqués avec le plus grand soin. Les épées, par exemple, étaient spécialement conçues pour être très tranchantes et aider à mettre fin à la vie d'un seul coup. Dans certaines villes, la maîtrise du premier coup était une question d'honneur pour le bourreau, et s'il échouait, il était exposé à la honte et peut-être à la punition. Il y avait aussi des instruments de torture complexes utilisés pour obtenir des aveux avant l'exécution, comme la roue pour briser les os, les guillotines de fer ou l'étirement des membres. Chaque outil avait son symbolisme et sa place à cette époque. Le bourreau était également utilisé comme un message politique. Lorsque le souverain voulait envoyer un avertissement à ses opposants, il ordonnait une grande exécution publique dirigée par le bourreau. Et plus l'exécution était organisée et terrifiante, plus son impact sur les gens était grand. De cette manière, le bourreau n'était pas seulement un employé, mais un outil politique et social exploité pour consolider l'influence et le contrôle. Sur le plan psychologique, il était courant que le bourreau mène une vie remplie de cauchemars. Certains entendaient les cris des victimes dans leurs rêves et d'autres en venaient à détester les lieux publics à cause des regards des gens ou de leur peur de lui. C'est pourquoi un grand nombre de bourreaux ont eu recours à l'isolement, vivant loin des gens et réduisant leurs contacts sociaux. Les enfants nés dans une famille de bourreaux héritaient souvent de la profession, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que la société refusait de les intégrer dans d'autres métiers. Cet héritage assurait la continuité de la profession à travers les générations et créait une sorte de classe fermée au sein de la société. Cependant, beaucoup de ces fils souffraient d'une grande stigmatisation sociale, n'étant pas facilement acceptés dans les écoles, les marchés ou même pour le mariage en dehors du cercle des bourreaux. Avec l'évolution des temps, l'image du bourreau a commencé à changer progressivement. Certains philosophes et ecclésiastiques ont commencé à critiquer ouvertement ces pratiques barbares, les considérant comme inhumaines. Ces critiques ont contribué à réduire le nombre d'exécutions publiques et à transformer les peines en emprisonnement ou en amende financière. Avec ce changement, le rôle du bourreau a commencé à diminuer progressivement et sa présence dans la vie publique est devenue moins fréquente. Mais malgré cela, l'image du bourreau est restée ancrée dans la mémoire des gens. Même après des siècles, il est encore mentionné dans les contes et les légendes populaires comme un symbole de cruauté et de justice à la fois. Cette mémoire collective a fait du bourreau une figure exceptionnelle et inoubliable, quels que soient les changements de loi et de système. Et avec l'approche de la fin du Moyen Âge et l'entrée de l'Europe dans les époques des Lumières et de la Nouvelle Pensée, l'image du bourreau a commencé à vaciller clairement. Le monde changeait rapidement. Les universités se propageaient. Les philosophes écrivaient sur les droits de l'homme, et les gens avaient une conscience différente de la signification de la justice. Les peines publiques n'attiraient plus tout le monde comme avant, mais étaient devenues, aux yeux de certains penseurs, une preuve du retard des sociétés. Avec ces transformations, le bourreau a commencé à faire face à un destin inéluctable, le destin de l'extinction de la vie publique. Mais bien que son rôle ait diminué, son impact est resté profond dans la mémoire. Imaginez des générations entières qui ont grandi en voyant le bourreau comme un symbole de terreur, et le son de la hache ou de la guillotine est devenu une partie de la conscience collective. Même lorsque les exécutions ont disparu des places publiques, les gens se sont souvenus des scènes et des histoires, les ont racontées à leurs enfants et ont tissé autour d'elles de nouvelles légendes. C'est cette mémoire collective qui a fait perdurer l'image du bourreau jusqu'à aujourd'hui.
malgré le passage des siècles. Les philosophes de l'époque se sont beaucoup concentrés sur la critique de l'idée même de la punition. Certains ont dit que le châtiment ne changeait pas l'homme, mais le détruisait. D'autres ont considéré que les peines barbares reflétaient la faiblesse de l'État plutôt que sa force, car ils reposaient sur la terreur plutôt que sur l'éducation et la réforme. Ces idées ont été le début de la fin pour la profession de bourreau. Et avec la promulgation de nouvelles lois basées sur les prisons et le travail forcé au lieu de la torture et des exécutions publiques, la présence du bourreau est devenue inutile, sauf dans de rares cas. Mais le bourreau lui-même, en tant que personne, n'a pas disparu soudainement. Beaucoup d'entre eux ont continué à vivre au sein de la société, soit comme artisans, soit comme ouvriers ordinaires. Certains ont essayé de s'intégrer et de cacher leur passé, mais la stigmatisation a continué de les poursuivre. Et les vieilles histoires racontent que les descendants des bourreaux changeaient parfois leur nom de famille pour échapper à la honte héritée. Cependant, la mémoire populaire n'était pas clémente, et le nom restait connu quels que soient les détails changés. Il est intéressant de noter que certains bourreaux sont devenus des figures quasi légendaires dans l'histoire. Leurs histoires se sont transmises de génération en génération, et ils sont devenus une matière littéraire et artistique. Les pièces de théâtre en Europe les ont dépeints de différentes manières, parfois comme des monstres sans cœur, et parfois comme des victimes d'un système cruel qui leur a imposé sa tâche. Et chaque fois que le bourreau apparaît dans ces œuvres, le but est de rappeler aux gens le passé sombre qu'ils ont vécu, comme si la société ne voulait jamais oublier cette page sanglante. La vérité est que la profession de bourreau était un reflet direct de l'idée de justice au Moyen Âge. La justice à l'époque ne visait pas seulement à punir l'individu, mais à envoyer un message collectif. Quiconque sort du système paiera le prix fort. C'est pourquoi les peines étaient publiques, et la présence des gens était une partie essentielle du processus. Car, sans le public, le bourreau n'avait aucun sens. Il n'était qu'un exécuteur d'une sentence cachée. Mais avec la présence du public, le bourreau est devenu un immense outil théâtral représentant le prestige de l'État aux yeux de tous. Avec le temps et avec le changement des idées, la plus grande question est devenue « Le bourreau était-il coupable ou simplement un instrument ? Lui imputons-nous la responsabilité du sang versé ou l'imputons-nous au système qui l'ont envoyé ?» Cette question reste présente jusqu'à aujourd'hui, et les historiens ne sont toujours pas d'accord sur la réponse. Certains disent que le bourreau avait le choix, et qu'il aurait pu refuser la profession même au prix de sa vie. D'autres estiment qu'il n'était qu'un petit rouage dans une immense machine, une machine qui ne permettait à personne de se retirer. Finalement, on peut dire que les bourreaux étaient le reflet de leur époque, avec toute sa cruauté et ses contradictions. Ils n'étaient pas des démons absolus, ni des anges. C'étaient des êtres humains, placés dans une position difficile et contraints de jouer un rôle spécifique dans la pièce de la vie. Et peu importe nos efforts pour comprendre leur motivation, nous continuons de voir en eux un symbole de la facette cruelle de l'histoire humaine. Aujourd'hui, lorsque nous nous souvenons du Moyen-Âge, le bourreau est l'une des premières images qui nous vient à l'esprit. Son image avec le masque et la hache ou la guillotine, les places remplies de foule, les cris et le sang, tous ces éléments sont devenus une partie de toute conception populaire de cette période. Et bien que la réalité soit beaucoup plus complexe que ces images, la mémoire collective aime simplifier les choses et aime se concentrer sur les symboles. Et le bourreau était sans aucun doute l'un des plus puissants de ces symboles. La conclusion porte un message clair. La justice, à notre époque actuelle, quels que soient ses défauts, reste infiniment plus humaine que ce que les gens ont vécu dans le passé. Et l'histoire du bourreau n'est qu'un rappel de la cruauté de l'homme si on laisse la peur dominer la justice. Alors que le bourreau était un instrument de terreur, il est devenu aujourd'hui un symbole d'avertissement. Si nous perdons notre humanité, nous retournons facilement à ces moments sombres. Et avant de clore cette longue page, nous revenons à la première phrase que nous avons dite. Avant de commencer, n'oubliez pas de prier et de saluer notre maître et prophète Mohammed, et que Dieu accorde le paradis à tous ceux qui ont mis un j'aime et se sont abonnés, si Dieu le veut. Nous concluons maintenant notre histoire, mais son écho reste dans les esprits, car les bourreaux, même s'ils ont disparu de la réalité, restent une partie de l'histoire, une partie de la mémoire et une partie de l'histoire de l'homme avec la justice, la peur et le pouvoir. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.